essayer d'aller vite, donc de vous donner les messages les plus importants pour ce qui concerne la prise en charge de ces patients, qu'on espère, nous, chirurgiens, le moins chirurgicaux possible. En fait, le message, c'est essayer de ne pas les opérer, parce qu'on sait que si on les opère, c'est un facteur de risque de les réopérer, et de les réopérer indéfiniment jusqu'à aboutir à des destructions digestives, ce qui est la problématique de ces maladies inflammatoires, particulièrement de la maladie de Crohn. Si on regarde les temps modernes et la révolution du début du traitement par infliximab et les autres anti-TNF, on a dit que ça permet d'éviter la chirurgie. En pratique, ça permet d'éviter un temps la chirurgie, parce qu'on a des données de cohortes de population, ici des cohortes américaines. Vous voyez que entre 1993 et 2004, l'incidence des résections chirurgicales pour maladie de Crohn n'a pas diminué malgré l'introduction des anti-TNF. Donc on a sans doute un effet de cicatrisation périnéale quand c'est une maladie périnéale, on décale un peu les choses, mais malheureusement, on arrive à un moment à la chirurgie. Ce qu'on sait, c'est que les données étaient un peu discordantes. On sait maintenant que les anti-TNF ne compliquent pas beaucoup la chirurgie ou les suites opératoires. Par contre, il semblerait que ce qui soit dangereux, ce soit anti-TNF plus corticoïdes en pré-thérapeutique et en pré-opératoire. Et donc ces malades-là se compliquent beaucoup plus, ce qui va nous inciter à les protéger ou faire des stomies plus souvent quand ils sont pré-traités lourdement. Les anti-TNF induisent des sténoses fibreuses, vous le savez tous, et donc ça peut nous amener à les opérer malgré une évolution favorable de leur inflammation, parce qu'ils ont des sténoses. Et la question, c'est de savoir si ça prévient les récidives après l'intervention. On a des données récentes sur le sujet. Alors, je vous ai dit que le sujet principal, c'était de ne pas opérer les malades. On cherche donc toutes les alternatives possibles à la chirurgie. On en a évoqué quelques-unes, qui sont principalement endoscopiques. Et puis, comment prévenir les récidives une fois les patients opérés. Je vais essayer de vous rappeler ça rapidement. Les problèmes de ces malades qui se compliquent, c'est des collections intra-abdominales et puis des sténoses avec des syndromes de Koenig ou des syndromes occlusifs. Les collections intra-abdominales, on sait depuis un moment qu'il faut savoir les drainer autant que possible et que ça permet d'éviter d'opérer des malades en urgence. C'est toujours plus compliqué. Et l'avantage de pouvoir traiter et cicatriser une collection intra-abdominale, que ce soit un abcès ou une fistule interrance, permet de les opérer de manière élective, programmée, et donc éventuellement de faire des gestes plus limités avec plus d'épargne digestive. On a évoqué les dilatations endoscopiques, bien entendu c'est efficace. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. J'ai trouvé ce papier récent, là, tout neuf, puisqu'il y a des endoprothèses résorbables qui commencent à venir, qui sont peut-être intéressantes, puisqu'on n'aura pas besoin d'aller les enlever, qui se compliqueront peut-être moins. Je ne vais pas m'étendre. Par contre, je vais vous parler de ce qu'on fait, nous, les chirurgiens. Soit on fait de la résection, et donc des résections anastomoses avec des stomies en fonction des conditions locales, qui posent des problèmes parce qu'elles aboutissent au fur et à mesure à des grêles courts, des malabsorptions et tous ces problèmes chroniques. Soit on essaie de garder le grêle et on tombe dans le domaine des plasties et des stricturoplasties, qui consistent à élargir les sténoses constituées. Au passage, quand on fait des résections, c'est vraiment pour les chirurgiens, peu importe la façon dont on fait la couture, qu'elle soit manuelle ou mécanique, ce qu'il faut, c'est faire des anastomoses larges. Et les anastomoses pas larges se sténosent rapidement et on est obligé de les réopérer. Et les latéraux-latérales, de ce point de vue, sont beaucoup plus efficaces que les terminaux-terminales. Et ça, c'est un peu de la cuisine chirurgicale. Alors, il vaut mieux essayer de ne pas réséquer. Et pour ne pas réséquer, il y a 3 façons de faire. Les chirurgiens connaissent bien ça, les chirurgiens pédiatres aussi, notamment pour la sténose du pylore, le Heineke-Mikulix qui consiste à ouvrir la sténose et la suturer dans l'autre sens. Ça marche pour les sténoses courtes. Quand elles sont plus longues, on peut faire ce genre de montage qui s'appelle un finet, qui marche pour le grêle comme pour le duodénum. C'est pas mal, mais ça exclut un segment de tube digestif et ça engendre des pullulations microbiennes. Et puis le plus récent et qui faisait le plus peur aux chirurgiens, c'est de faire des stricturoplasties en faisant des anastomoses latérales très longues, sur toute la longueur des sténoses, y compris quand elles sont longues. C'est une équipe de Boston qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc ça s'appelle la SSIS. Et donc ça fait très peur parce qu'on fait des très grandes anastomoses sur du tissu inflammatoire, ce qu'on n'aime pas d'habitude. Et on se rend compte que les résultats, on commence à avoir beaucoup de séries sur le sujet, sont bien meilleurs quand on fait ce type d'intervention. Le fait de coudre une zone inflammatoire sténosée sur une zone de grêle sain permet d'obtenir une cicatrisation de la zone malade. Donc c'est assez étonnant, mais ça marche bien. Vous voyez qu'il y a assez peu de morbidité et que ça permet de ne pas réséquer de grêle et de ne pas exclure de segments digestifs chez les malades qui risquent d'avoir des résections élargies.
En moyenne, 19% de plus, c'est pas anodin chez ces malades opérés souvent. Alors une donnée un peu plus récente, ça on se pose beaucoup la question, depuis qu'on a des anti-TNF, c'est l'escalade thérapeutique pour les iléites terminales. On les traite, et puis ils finissent par cicatriser en fibrosant, et on les laisse traîner avec finalement très longtemps une sténose, un syndrome de Koenig, nutrition pas évidente. Et ça c'était une étude récente des francophones de cette année, pas beaucoup de malades, mais qui montre que même avec peu de malades, finalement, si on les opère tôt dans leur histoire de l'iléite terminale, on leur fait une résection iléosécale, on peut faire ça par célioscopie à froid, et bien finalement, ils ont moins de traitements médicaux ensuite, et on les reprend moins souvent que si on intensifie le traitement médical. Donc ça, c'est sans doute un message pour les formes limitées d'iléite terminale, une résection précoce iléosécale, qui est un geste simple et peu morbide, et certainement intéressante dans la suite de la prise en charge. Après, je vous parle un peu du côlon. Alors ça, c'est un problème compliqué aussi, parce que finalement, une maladie Crohn-colique, avec de la dysplasie, on sait qu'elle est multifocale dans un grand pourcentage de cas, et on se demande où est-ce qu'il faut aller dans la résection colique, parce que plus on va vers le bas, en tout cas vers le rectum, plus on a vu de séquelles. Il est certain qu'une colectomie subtotale est certainement mieux qu'une colectomie segmentaire. Et on se pose la question de faire des coloproctectomies, mais dans la maladie de Crohn, c'est compliqué parce que s'il y a une atteinte périnéale, on va aboutir à des catastrophes fonctionnelles ou de cicatrisation. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait une grande résection colique, eh bien, on a plus de facilité à les surveiller, on les cicatrise mieux et on les contrôle mieux sur le plan médical. Donc il faut savoir ne pas faire de petites résections limitées sur le côlon, c'est un peu l'inverse de la stratégie sur l'intestin grêle. Et enfin, je vous parle très vite de la laparoscopie. Alors bon, il y a plein d'études, une méta-analyse récente. La célioscopie est validée dans la maladie de Crohn et a comme intérêt de diminuer le sacrifice de la paroi, ça c'est évident, mais probablement d'éviter les récidives et de simplifier les éventuelles nouvelles interventions, puisqu'on crée moins d'adhérence et qu'on peut refaire des gestes endoscopiques, enfin, laparoscopie plus facilement. Donc la célio est une bonne chose. Après, je n'ai pas le temps de m'étendre sur les formes périnéales. Il n'y a pas énormément de choses nouvelles, à part tout un tas d'essais sur différentes méthodes de comblement des fistules anales de la maladie de Crohn, mais qui sont malgré tout toujours un échec, qui récidivent quel que soit le traitement, dans un très grand nombre de cas. Et le message qu'il faut donner aux patients, c'est que s'ils ont une forme périnéale qui résiste au traitement, il va falloir à un moment donné leur faire une stomie de dérivation, qui va aider la cicatrisation, même si c'est une stomie temporaire, parce que sinon on leur fait des gestes itératifs qui détruisent leur périnée et leur sphincter, et qui finissent par aboutir à une stomie définitive. Donc il vaut mieux une stomie précoce temporaire qu'une stomie définitive, parce que tout a échoué. Voilà, et enfin, une fois qu'on a opéré les patients, il faut essayer de ne pas les réopérer, et on commence à démontrer qu'un traitement par anti-TNF donné précocement après l'intervention est très efficace sur la prévention des récidives chez les malades qu'on ne veut pas réopérer. Et donc, bien entendu, il faut qu'on travaille à plusieurs. Donc, j'aurais pu faire uniquement cette diapo. Le traitement médical, c'est toujours en premier avant la chirurgie, on est d'accord. Toutes les complications gérables de manière non chirurgicale doivent l'être. Les sténoses par dilatation endoscopique autant que possible, les abcès ou les collections par drainage radiologique percutané. Si, malgré tout, on doit opérer les patients, il faut essayer de les opérer avec des techniques d'épargne digestive, de préférence par laparoscopie quand c'est faisable, et de préférence précocement si c'est juste une résection iléosécale qu'il faut faire. Et une fois qu'on a fait ça, il faut reconfier le malade au gastro-entérologue qui va poursuivre un traitement par anti-TNF qui permettra de ne plus l'opérer. Voilà, en gros, la stratégie qui est la nôtre actuellement. Je vous remercie. Merci.